Et on se retrouve, c'est l'heure de notre invité politique. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Députée LR du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Alors on le rappelle, ceux qui l'ignoreraient, le président de la République lance ce vendredi des consultations avec tous les chefs de parti qui pourront donc s'étaler jusqu'au lundi 26 août. On garantit a priori la nomination du futur Premier ministre dans la foulée. Vous allez évidemment y participer, vous les LR, aux côtés de Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Comment vous abordez, Annie Genevard, ce cycle de discussion avec le chef de l'État? D'abord, c'est un rendez-vous républicain dans un moment où la France connaît une situation politique tout à fait inédite, avec une Assemblée nationale qui n'a pas de majorité, pas même relative. Et alors même que les urgences dans le pays sont conséquentes, sont capitales. Donc, il me paraît normal que dans ces conditions si singulières, le président de la République consulte à la fois les chefs de parti et Gistré en qualité de secrétaire général des Républicains, et Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau comme président de groupe. Donc c'est un rendez-vous au fond auquel le président de la République nous a accoutumés, puisque ça n'est pas la première fois qu'il consulte. Je pense que il a besoin de recueillir l'opinion des chefs de parti et des présidents de groupe avant le choix compliqué, je le concède, de son futur Premier ministre. Alors qu'est-ce que vous allez lui dire ? Écoutez, d'abord, nous allons consulter nos parlementaires. Nous sommes mandatés. Vous l'avez pas encore fait ? Alors, nous l'avons fait, nous avons travaillé dès l'élection législative, nous avons travaillé, vous le savez, à un pacte législatif d'urgence. Donc, on a posé, sénateurs et députés d'une même voix, un certain nombre de priorités, pas très nombreuses, parce que nous ne voulions pas d'un catalogue, mais je crois que dans cette période tellement difficile, il faut se concentrer sur l'essentiel. Donc c'est une base de discussion avec le président de la République. Ce que nous voulons, c'est que, à la suite de ces élections législatives qui ont montré finalement la colère des Français, de ne pas voir leurs problèmes trouver de solution, eh bien, il est plus qu'urgent de poser sur la table les mesures que les Français attendent. Donc c'est de ça que nous allons parler, évidemment. Alors les mesures, on les connaît, vous pouvez peut-être les rappeler en substance, sans faire un catalogue trop long, évidemment. Écoutez, une priorité absolue, valoriser la France qui travaille et qui a travaillé toute sa vie, plutôt que l'assistanat. C'est bien sûr la question de l'autorité. C'est notre premier axe face à l'insécurité, l'arrêt de l'immigration incontrôlée. Un deuxième axe très important qui touche à l'économie et la production industrielle et agricole. Et puis, bien sûr, tout ce qui touche aux services publics de proximité et la promotion des libertés locales. Et des lignes rouges qui sont extrêmement claires, l'arrêt de la dégradation des comptes publics et aucune augmentation d'impôts ni baisse des retraites. Voilà en quelques mots l'architecture générale de notre pacte législatif d'urgence. Alors Annie Genevard, Laurent Wauquiez a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de coalition avec Emmanuel Macron. De votre côté, qu'est-ce que vous attendez, vous, du chef de l'État ? Le rôle du chef de l'État, et c'est sa prérogative absolue, c'est de désigner un Premier ministre qui soit susceptible de conduire une action gouvernementale dans ce contexte politique tout à fait inédit. On imagine que vous avez des idées de nom en y allant quand même. Écoutez, non, on n'a pas d'idée de nom. Peut-être nous sollicitera-t-il dans les hypothèses qu'il formulera. Vous n'y avez pas réfléchi, Annie Genevard. Écoutez, en tout cas, on n'a pas fait d'offre de service. On n'a pas fait d'offre de service et moi, je ne commande pas les conjectures. Donc, j'entends que beaucoup de noms circulent. Xavier Bertrand, par exemple. Oui, j'observe que souvent, lorsque des noms circulent, ce sont rarement finalement ceux-là qui sont choisis. Je n'en sais rien. En tout cas, ça appartient au choix du chef de l'État et pas aux responsables politiques. Bon, on imagine quand même que vous avez des souhaits, même si on a compris que vous n'allez pas nous les dire ce soir. On a quand même l'impression, Annie Genevard, que la position des LR n'est pas toujours claire. Pardonnez-moi, vous appelez à la responsabilité et à l'intérêt général, mais pour l'heure, finalement, vous excluez de gouverner avec Emmanuel Macron.
On a du mal à saisir, dans ce cas, comment vous vous appelez à la responsabilité. C'est une ligne de crête entre, je dirais, l'indépendance d'un mouvement politique qui a son histoire, ses valeurs, ses principes, son projet, et puis la nécessité de gouverner la France, parce qu'il faudra bien que la France soit gouvernée, qu'un budget soit adopté, qu'une politique soit conduite. Et là, évidemment, l'esprit de responsabilité de chacun est convoqué. Moi, je pense que la ligne de partage se fera entre ceux qui veulent apporter des solutions et ceux qui vivent électoralement des problèmes des Français. Oui. Et donc, je crois que c'est une ligne de partage qui est assez claire. Finalement, lorsque la décision est motivée par l'intérêt général, c'est une bonne boussole. Et c'est celle que nous avons toujours évidemment choisie et priorisée. Alors l'intérêt général, oui, on l'a entendu chez d'autres, d'ailleurs chez un macroniste hier à votre place, Jean-René Cazeneuve, qui prône lui une grande coalition du centre, qui irait des socialistes à vous, les LR. Pareil, il appelle à la responsabilité. Vous seriez prêt à gouverner avec eux ? Écoutez, je ne veux pas déflorer la conversation que nous aurons avec le chef de l'État. Ce serait d'abord inélégant, et puis nous avons encore demain une série de consultations de nos parlementaires. Non mais Annie Genevard, sans déflorer la conversation, vous savez quand même à ce stade si les LR, vous seriez prêts éventuellement à une coalition avec les socialistes, qui, à condition peut-être qu'ils lâchent leur, pardonnez-moi l'expression, boulet insoumis, en tout cas aux yeux de certains. Ça, vous y seriez prêt ? Moi, ce que j'observe, si vous voulez, c'est que les socialistes sont quand même dans une coalition, le nouveau Front populaire, qui est quand même dominé par la France insoumise. On a vu, du reste, lorsque Madame Castet a annoncé un moratoire sur le SMIC à 1 600 €, elle s'est fait promptement remettre en place. Elle est rentrée dans le rang. Donc, mais si les socialistes lâchaient, entre guillemets, les insoumis, comme l'appelle de ses voeux d'ailleurs Raphaël Glucksmann dans les colonnes du Point ce matin, est-ce que vous seriez prêt à envisager une forme de coalition à l'allemande, incluant également les socialistes ? Alors, vous savez que ça n'est pas dans la tradition française. Maintenant, on a une situation particulière. Dans la culture. Mais je crois que texte par texte, il est possible de trouver des points de... Enfin, je veux croire qu'il est possible de trouver des points de jonction. C'est le sens du pacte. Lorsque Laurent Wauquiez pose sur la table un pacte législatif d'urgence, le mot pacte implique nécessairement une discussion et des points de rencontre. Soit nous les trouvons, et c'est tant mieux pour la France et les Français, soit nous ne les trouvons pas, et après on ne peut pas être dans le renoncement ni dans le en même temps. Je crois sur quel thème et texte vous pourriez par exemple tomber d'accord, parce qu'on a vu notamment ce que ça avait donné avec la loi immigration, déjà avec Emmanuel Macron, vous êtes sorti déçu de cette séquence, mais est-ce qu'il y a des thèmes quand même sur lesquels vous pourriez vous retrouver ? Moi, je crois que si on regarde les urgences que traverse le pays, il y a évidemment la question budgétaire, il y a la question des services publics, au premier rang desquels la santé et l'école. Moi, il me semble que ce sont des sujets sur lesquels il devrait être possible de trouver des points de convergence, parce que quel est le parlementaire représentant son territoire qui aujourd'hui peut rester sourd aux appels du terrain en matière de santé, par exemple. On sait que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Voilà des exemples sur lesquels il me semble que nous devrions pouvoir trouver des points de jonction. Annie Genevard, vous venez d'évoquer le budget. Vous savez que le vote du budget arrivera évidemment début octobre. Gabriel Attal a fait ses propositions hier. Il a annoncé un budget pour 2025 à l'identique, malgré donc la situation dégradée des finances. La gauche, elle, n'est pas d'accord, en tout cas du côté des Insoumis et notamment du PCF. Fabien Roussel a annoncé, d'ailleurs c'est une information européenne, qu'ils arriveraient, le cas échéant, s'ils étaient au gouvernement, avec 30 milliards de dépenses en plus. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît audible ? Voilà un exemple même dans lequel la convergence ne peut pas se faire, parce que nous prônons au contraire une orthodoxie budgétaire, le retour à un équilibre. Je rappelle quand même que la situation budgétaire de la France est
catastrophique et que nous ne pouvons pas nous permettre à la fois d'avoir le record des dépenses publiques et celui des prélèvements obligatoires. Donc il faut remettre de l'ordre dans les comptes et on connaît le chiffre. Hein, donc les propositions de Gabriel Attal vous conviennent. Pour revenir dans une orthodoxie acceptable, parce que je rappelle quand même que nous sommes sous le regard exigeant de l'Union européenne, il faudrait faire 25 milliards d'économies. Donc vous voyez, 30 milliards de dépenses supplémentaires en lieu et place des 25 milliards d'économies qu'il serait nécessaire. On voit bien qu'il y a un océan, un abîme entre donc je reformule ma question. Pour Gabriel Attal, la proposition de Gabriel Attal qui rajoute quand même une petite dizaine de milliards à cause de l'inflation, est-ce que ça vous convient? Vous êtes en accord avec ce budget? Moi, je pense que la position de Gabriel Attal est compliquée dans la mesure où il est Premier ministre démissionnaire et que, au fond, il a en charge de pouvoir présenter un budget, mais il n'a pas l'autorité politique, il n'a plus l'autorité politique pour le faire. Donc, mais le cas échéant, vous voteriez? Sans doute, ça explique sans doute la raison pour laquelle il propose un budget à l'identique, sachant que ça n'est pas lui qui aura en charge de le mettre en œuvre. Donc la situation est très difficile. Voilà, d'ailleurs, vous approuvez ce budget. Annie Genevard. Non, approuver un budget qui aggrave le déficit public, ce n'est évidemment pas conforme à nos préconisations, puisque on a posé des lignes rouges claires, l'arrêt de la dégradation des comptes publics, aucune augmentation d'impôts ni baisse de retraite. Donc voilà un premier écueil sur lequel les discussions vont être ardues. Annie Genevard, on arrive quasiment à la fin de cette interview. Je voulais quand même vous poser une question. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Éric Ciotti? Est-ce qu'il a toujours les clés de votre siège? Parce que, sauf erreur de ma part, il est toujours le président du Parti Les Républicains. Écoutez, vous comprendrez aisément que sur ce sujet, je sois extrêmement discrète dans la mesure où c'est un sujet politique, en effet, qui justifie votre question, mais c'est aussi un sujet juridique. Donc, je resterai volontairement extrêmement discrète sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que la situation telle que nous la connaissons aujourd'hui appellera nécessairement, dans les temps qui viennent, une clarification qui me paraît, qui est totalement indispensable. Merci beaucoup, Annie Genevard, députée LR du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale, d'avoir été avec nous. Et puis on décryptera, juste après le journal permanent de Rudy Sada, on décryptera avec Jean-Michel Salvatore et Gilles Boutin les propos d'Annie Genevard, et on décryptera aussi l'actualité politique française. Et on retrouve nos invités, Jean-Michel Salvatore, communicant et chroniqueur politique, Gilles Boutin, chef des informations au Figaro. On va décrypter l'actualité politique française, et vous venez de l'entendre, notre invité Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bon, elle n'a pas lâché beaucoup d'infos à 3 jours de la rencontre avec Emmanuel Macron. On sent beaucoup de prudence du côté des Républicains, mon cher Jean-Michel Salvatore. Ouais, ce qui est frappant, c'est que en fait, quand on l'écoute, on a vraiment le sentiment que personne ne veut aider Macron à sortir de l'impasse dans laquelle il s'est mis. Alors, évidemment, les LR vous disent qu'il y a des urgences, il faut vraiment promouvoir la France qui travaille, il y a la question de l'autorité, il faut surtout pas augmenter les impôts. Mais surtout, on ne fait rien et on n'élève pas le petit doigt. Et ça, je trouve que c'est assez inquiétant. Vous savez, aujourd'hui, on a fêté un anniversaire, un triste anniversaire. On a battu le record de longévité d'un gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes. 38 jours, c'est-à-dire on est loin de la Belgique, quand même. Oui, mais 38 jours, on fait beaucoup. La 5e République va faire plus que la 3e ou surtout la 4e République. Et donc, tout ça est assez mauvais signe, parce que même après 38 jours sans gouvernement, on ne voit pas vraiment la solution. Et on sent bien que tout le monde est obnubilé par la présidentielle. Parce que vous auriez attendu quoi, Jean-Michel Salvatore, là, en l'occurrence sur l'antenne, pas forcément. Non, on va pas régler ça ce soir sur Europe 1. Bien sûr, mais pourquoi pas. Soyons ambitieux. On sent, on sent une espèce de paradoxe permanent. Il y a des urgences, mais on n'aidera pas Macron à sortir de la crise dans laquelle il s'est flanqué. Et en fait, si vous voulez, le problème qu'on a, c'est qu'on dit toujours, oui, mais dans les autres pays européens, dans les pays à tradition parlementaire, on arrive toujours à créer des coalitions, on négocie, etc. En France, ça n'est pas possible, pas tellement pour des questions culturelles, parce que finalement, sous la 3e et la 4e République, ça se faisait, mais pour des raisons institutionnelles. C'est qu'à partir du moment où vous avez la présidentielle, tous les leaders ne pensent
qu'à la présidentielle. C'est le cas de Mélenchon, qui donc on voit bien, il veut plus gouverner parce qu'il se dit en fait la mère des batailles c'est la présidentielle, donc on va pas s'embêter avec Matignon. Et puis Wauquiez, c'est aussi la même chose. Il ne veut pas s'abîmer avec Macron parce qu'il se dit finalement il faudra que les balles neuves c'est pour 2027, donc on va attendre, etc., etc. Donc résultat, tout est bloqué. Gilles Boutin. Ça crée effectivement un paradoxe puisque Annie Genevard, et on la comprend, n'ose pas se prononcer sur la possibilité d'une coalition. Bon, elle a quand même dit qu'il serait pas contre avec les socialistes quand même, si j'ai bien compris son propos. Bon, elle l'a pas dit comme ça, mais soyons prudents parce que Laurent Wauquiez initialement, quand il a posé les bases de son pacte législatif, a bien dit qu'il ne ferait pas, comme vous le rappeliez. Vous avez pas compris ça, vous ? On avait l'impression qu'il y avait une forme d'intérêt général, que sur certains textes, il pourrait se retrouver. On ne peut que supposer. Est-ce que ça reflète des hésitations en interne, ça, on ne sait pas. Cependant, à date, de là à prononcer le mot de coalition, non, mais bon, en tout cas, qu'il y aurait certains. Il a bien dit qu'il ne gouvernerait pas et qu'en revanche, il avait ses propositions. Ce qui est illogique, puisque s'il réclame que toutes ces mesures que Annie Genevard a énumérées et que vous avez rappelées sur l'autorité, le sérieux budgétaire et l'éducation, il faut pouvoir peser et il faut pouvoir agir. Or, dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire ? Si LR ne participe pas, ça voudrait dire que Macron doit aller chasser de l'autre côté du spectre. Donc, le plus loin étant le Parti socialiste. Ça voudrait dire que LR attendrait d'un gouvernement davantage de centre-gauche de porter tout un ensemble de mesures qu'ils ont listées qui sont à droite. Oui, c'est sûr que pour ça certaines manque de bon sens, on peut gloser dessus, mais en tout cas, ils ne s'entendent pas avec la gauche là-dessus. Donc ça questionne effectivement leur véritable et profonde intention d'aider à ce que pendant cette année, au moins cette année, on réussisse à avancer dans une direction positive. Et donc, on voit bien qu'il y a cette ligne de crête. Et d'ailleurs, Annie Genevard a elle-même utilisé l'expression « c'est une ligne de crête ». Donc, en termes de stratégie, on ne veut pas se mouiller dans le gouvernement et on veut préserver notre sérieux et rester bankable en vue de 2027. Oui, Jean-Michel Salvador. Il y a une autre chose qui me frappe, c'est finalement le silence de la droite parlementaire. Il y a le silence du Front National, enfin du Rassemblement National. Alors Edwige Diaz a quand même dit la seule solution est la dissolution, et elle a dit que le RN préparait les prochaines élections. Alors on est un petit peu fixé. Mais c'est vrai que pendant l'été on les a pas beaucoup entendus. Oui, c'est vrai. Les Républicains, ils sont quand même assez aux abonnés absents. Et finalement, qui est-ce qui joue la bataille de l'opinion ? C'est la gauche. Qu'a fait Madame Castet, qui n'est que haut fonctionnaire, qui n'a jamais été élue par quiconque et qui s'autoproclame candidate à Matignon? Elle a passé son été à visiter des usines, à s'exprimer dans les médias et finalement à accréditer l'idée que la gauche a remporté les élections législatives, alors que la gauche n'a absolument pas remporté les élections législatives. La gauche a une majorité qui est extrêmement faible, et en tout cas, la gauche n'est pas en mesure de diriger le pays. Donc, moi, ce qui me frappe aussi, si vous voulez, c'est cet effacement de la droite qui finalement est assez préjudiciable aux idées qu'ils défendent.